Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de Copart. Donc, c'est une entreprise ici. Donc, on va juste regarder en lançant le prompt ici. Alors, Copart, c'est un leader mondial des enchères de véhicules en ligne. Elle agit comme un intermédiaire vital entre ceux qui ont des véhicules endommagés, principalement les compagnies d'assurance, mais aussi les loueurs et les flottes, et ceux qui veulent les acheter. Donc, ceux qui vendent et ceux qui veulent les acheter. Qui vend, c'est essentiellement des compagnies d'assurance, les loueurs, d'accord, ainsi que, enfin, quand on parle de loueurs, on parle de Hertz, National, ce genre d'entreprise-là, ok. Et ceux qui veulent acheter ce genre de véhicule, donc à savoir les demandeurs, donc qui sont généralement, ça peut être des garagistes, ce genre de choses-là. Bref, vous savez avec qui est fait affaire, ok. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'elle fait de l'argent? Donc, c'est une machine à cash, littéralement. On a des frais de service. Donc, elle facture des frais aux vendeurs, à savoir les compagnies d'assurance, pour le remorquage et le traitement. Donc, remorquer, traiter, ça peut être du genre, si la voiture, il faut la remettre en forme, ou ce genre de choses-là. C'est pas qu'ils arrangent la voiture, non, pas du tout, ok? Ça peut être un nettoyage vite fait ou ce genre de choses-là. Ça peut juste être l'entreposage. Hein. Donc, c'est pas dans le traitement, c'est pas un terme pour définir exactement ce qu'ils font parce qu'en réalité, Copart, ce n'est pas un garage. OK? So, le traitement, ça peut être du genre, s'il y a un pneu qui est éclaté, on peut peut-être le remplacer. Mais bref, c'est jamais énormément de choses non plus. OK? Et vous avez également le stockage. Bon, en tout cas, vous avez les frais de service. Les frais de transaction, ce sont les demandeurs qui payent pour les frais de transaction. Et après, vous avez d'autres services annexes ici, comme les données, le transport, etc. Et encore, ceci n'est qu'un exemple de manière générale. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que Copart a un avantage concurrentiel? Et si oui, c'est lequel? Ici, par rapport à ce prompt, il dit l'avantage, c'est l'effet de réseau. OK? Et bon, quand il parle d'actifs uniques, ici on parle, ça sera plutôt un intangible de manière générale. Donc, un actif unique, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, au niveau de l'avantage, l'effet de réseau ici, donc, c'est la boucle vertueuse classique. Les assureurs vont chez Copart car c'est là qu'il y a le plus d'acheteurs pour obtenir le meilleur prix pour l'épave. C'est important. Parce que dites-vous que les voitures qu'on envoie chez Copart, ce sont des épaves. Et je pourrais même vous dire que la raison pour laquelle le prix de Copart ressemble à celui-ci en date d'aujourd'hui, c'est en lien avec les assureurs et le comportement des assurés. On va le dire comme ça. Enfin, les assurés, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà, des clients des assureurs, des compagnies d'assurance. Donc, les acheteurs vont chez Copart car c'est là qu'il y a le plus de voitures. Donc, Copart et son concurrent RB Global. Donc, RB Global, coté également en bourse, qui à la base fait la même chose que Copart, mais sur des véhicules lourds, sur ça s'appelle des Caterpillar, ce genre de choses-là. OK? Sur vraiment des équipements lourds. Donc, excusez-moi, je suis en live. Hein? Donc, j'ai le droit de boire un tout petit peu. Donc, les deux entreprises forment un duopole. Et ici, quand on parle d'actifs uniques, on parle surtout ici de quelque chose qu'on ne peut pas répliquer. Et quand on dit ici « not in my backyard », ça veut tout simplement dire que là, les endroits où Copart est, les endroits où sont localisés les espaces dédiés à Copart sont généralement éloignés des villes ou bien sont généralement, même pas éloignés des villes, mais ça peut également être des endroits où il y a très peu de terrain disponible. Parce que vous l'avez peut-être pas souvent remarqué, mais les vendeurs de voitures, vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'ils sont localisés au niveau des autoroutes, ce genre de choses-là. C'est rarement en plein centre-ville. Je ne sais pas pour vous qui êtes en Europe, mais ici, c'est rarement en plein centre-ville. Parce que ça nécessite beaucoup d'espace. Et donc, c'est souvent un espace dédié à ce type d'activité-là. Donc, personne ne veut qu'une case de 50 hectares. Personne ne veut d'une case de 50 hectares à côté de chez soi. Donc, les municipalités ne délivrent plus de permis de zonage. Donc, Copart possède des milliers d'hectares achetés il y a des décennies. Donc, un concurrent comme Amazon
ou une start-up ne peut pas répliquer ce réseau physique. Donc, il n'y a littéralement pas de terrain légal disponible près des métropoles. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de terrain légal. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de terrain disponible. Mais près des métropoles, pas du tout. Donc, on dit également ici que c'est un avantage intéressant. Alors, la façon dont tu vas utiliser ce prompt, c'est simple. Ce qui te mentionne, tu vas faire une double vérification. Parce qu'il ne suffit juste pas de dire que oui, l'entreprise a un avantage concurrentiel. Non, pas du tout. C'est quoi le nom? Comment est-ce que cet avantage-là comment est-ce que cet avantage-là, comment est-ce qu'il fonctionne? On va le dire comme ça. OK? Le coût de changement, on va se dire que c'est très peu. OK? Mais sinon, de manière générale, par exemple, par rapport au concurrent IAA, Insurance Auto Auction, maintenant une partie de RB Global, IAA loue beaucoup plus de terrain que Copart, qui est propriétaire. Ce qui veut dire que IAA a des coûts plus élevés que Copart. Donc, cela donne à Copart un avantage de coût. Une autre entreprise également qui détient la plupart de son foncier ici, c'est ODFL, All Dominion Freight Line. Allez-y, regardez. Comparé par rapport à ses concurrents, vous allez voir qu'elle a toujours les marges plus élevées. Pourquoi? Parce qu'elle détient son foncier. Oui, elle détient son foncier. Maintenant, les moteurs de croissance de la compagnie. Vous allez voir ici, vous avez par exemple l'augmentation. Donc ça, c'est le moteur principal. Augmenter le volume par sinistre et expansion internationale. Donc, quand on parle ici de volume par sinistre, que s'il y a de plus en plus de voitures accidentées, c'est une bonne chose pour Copart. OK? Et quand on parle d'expansion internationale, c'est en dehors des États-Unis. Donc, le moteur numéro 1, c'est une voiture moderne a des pare-chocs avec des capteurs, des caméras et des radars. Donc, un petit choc avant qui coûtait $2 000 à réparer en 2010 coûte aujourd'hui $6 000. Conséquence, les assureurs déclarent plus souvent le véhicule total loss car la réparation coûte plus cher que la valeur de la voiture. Plus d'épave égale plus de volume pour Copart. Ensuite, vous avez le vieillissement automobile du parc auto qui joue en faveur des entreprises comme, je pense, c'est AutoZone, si ma mémoire est bonne, également comme pour CarMax. Donc, l'âge moyen des voitures aux États-Unis dépasse 12 ans. Donc, les vieilles voitures valent moins cher, donc elles sont déclarées épaves plus vite en cas d'accident. C'est un exemple ici d'expansion. Mais n'allons pas trop loin ici. Ceux qui ont accès au prompt dans le Top Premium Infinity, le lien en description de la vidéo. Ce n'est pas le seul prompt qu'on a ici. Ce prompt-là vous permet d'avoir une idée générale en quelques secondes. Vous avez vu ici, quand je lance, par exemple, je parlais de All Dominion Freight Line. Si vous voulez, je peux faire ça comme ça. ODFL. Et vous allez voir que ça me prend ici moins d'1 minute. Et entre-temps, pendant que ça réfléchit, on peut dire de Copart en date de deux. Copart démontre une résilience remarquable de son modèle économique caractérisé par une expansion significative des marges et une discipline opérationnelle stricte en dépit d'une croissance des revenus modérée. Si tu as lu tes rapports financiers, tu sauras pourquoi est-ce que je dis que c'est modéré. Parce qu'il y a deux informations sur la croissance du revenu ici. L'information que tout le monde va avoir tendance à regarder, c'est le positif, sa croissance par rapport à la dernière période, mais derrière, tu vas remarquer que les volumes sont moins élevés. Pourquoi est-ce que les volumes sont moins élevés? Va checker au niveau des assureurs. OK? Il y a également, si tu écoutes le conference call, on va te dire comme quoi il y a des craintes concernant le fait que les voitures sont de plus en plus sûres, etc. Mais c'est à double tranchant. Oui, elles sont de plus en plus sûres. Mais elles sont de plus en plus dispendieuses en termes de réparation. Ce qui veut dire que, comme je l'ai tantôt mentionné, avant, un pare-choc avant, c'était $2 000. Aujourd'hui, c'est près de $6 000 pour les nouveaux véhicules. Donc, la solidité exceptionnelle du bilan et le leadership mondial dans les enchères de véhicules positionnent l'entreprise favorablement pour tirer parti d'un futur régressement des volumes, bien que la dynamique actuelle soit freinée par des vents contraires conjoncturels sur l'offre. Et si on revient sur le prompt ici, vous voyez, il a terminé. Ça nous a pris quoi? Moins de 2 minutes, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez voir ici qu'en quelques secondes, il vous dit, on prend le 10K, on prend les résultats du T3 2025, les données sectorielles du LTL, Less Than Truckload, et les indices de production industrielle ISM. OK? Toutes ces informations-là, il va les incorporer dans la réponse qu'il te donne en date d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, les chiffres ne sont pas intéressants pour moi.
parce que je peux valoriser, etc. On peut avoir tendance à les interpréter de différentes manières. OK? Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est la compréhension, le business model derrière, que ce soit au niveau de la croissance, l'avantage concurrentiel, qu'est-ce qu'elle fait de manière générale, quels sont les risques. Et en quelques secondes, vous avez cette information-là. Comme je l'ai dit, c'est un prompt parmi tant d'autres disponibles dans le Top Premium Infinity. Maintenant, en termes de valorisation sur ce type d'entreprise. Oh, excusez-moi, je parlais de Novo Nordisk. En fait, devant vous, vous avez Novo Nordisk. Tout ce que j'ai à dire sur cette compagnie-là, c'est simple. Si vous pensez que l'obésité et le diabète vont disparaître, ce sont des thématiques sur lesquelles l'entreprise va avoir tendance à être en retard, vendez vos Novo Nordisk. Et je pense que pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour revenir sur Copart, voilà. Vous pouvez aller regarder les marges, etc. Vous connaissez la chanson, d'accord? C'est une entreprise qui a l'habitude de se négocier à près de 25 fois les bénéfices. Mais quand on paye 25 fois les bénéfices pour une entreprise, il faut qu'on ait des marges très élevées. Enfin, une croissance intéressante de manière générale derrière. Donc, on va se dire ici, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Vous vous souvenez de la chanson, n'est-ce pas? Ça s'adresse littéralement à une compagnie comme Copart. Alors, on fait simple. Je viens ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un tour d'horizon de manière globale ici par rapport aux chiffres. Par exemple, le prix de l'action, c'est pas quelque chose que je m'en sers juste quand je veux déterminer si l'entreprise est sous-évaluée ou pas du tout. Je ne dis pas que je regarde le prix pour me dire c'est sous-évalué, non. Si l'entreprise est sous-évaluée, pour moi, si la valeur est de 60 et qu'elle coûte à 40, ça veut dire qu'elle est sous-évaluée. Mais le prix de l'action, quand une entreprise quand le monsieur le marché vous propose un prix, c'est parce qu'il y a un problème. Et maintenant, ce problème, il est temporaire ou durable. À vous d'aller le déterminer. Et maintenant, quand on regarde les revenus, on a de la croissance. Les marges de net income ici, on veut quelque chose de stable. C'est la même chose qu'on a ici. Vous voyez des marges de près de 30%? 30%. Pour une compagnie pareille. Quand on regarde ici les free cash flow, c'est à peu près la même chanson. Donc les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose ici, parce que les net income peuvent être aussi élevés. Les free cash flow peuvent être aussi élevés que les net income. Je pense qu'il y a un BFR également ici, ce genre de choses-là. Donc il faut aller vérifier en profondeur dans ce sens. Le nombre d'actions, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? C'est une entreprise ici, timidement de manière générale. Et vous allez même dire qu'on a même eu une augmentation du nombre d'actions, mais c'est près de 27 millions d'actions depuis 2020. Oui, c'est beaucoup. Hein. Depuis 2020, c'est près de 20 millions d'actions, près de 27 millions d'actions qu'on a ajoutées. Mais avant ça, c'était une entreprise qui rachetait massivement ses actions. Au plus haut, ici, on était aux alentours 1,5 milliard. Jusqu'en 2016, ils rachetaient leurs actions. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années? Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Parce que quand on regarde ce genre de choses-là, il ne suffit juste pas de dire que oui, rachat d'actions, machin, non. Est-ce qu'on fait des acquisitions? Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'acquisitions ici, mais ce sont des petits montants par rapport à ce que l'entreprise rapporte. Si tu regardes Copart, c'est une entité qui peut générer 1 milliard par an. Elle fait des petites acquisitions de 150, ce genre de choses-là. Donc déjà, au niveau de l'allocation du capital, je me pose des questions. Surtout, quand on va regarder ici la dette nette, tu vas voir ici que l'entreprise a plutôt du cash net, près de 5 milliards. Ce qui représente ici plus de 10% de la capitalisation boursière actuelle, c'est du cash. Plus de 10%, c'est du cash. Je dis bien plus de 10%. Donc, tu l'achètes aujourd'hui à une quarantaine de milliards, tu ouvres la boîte, tu trouves à peu près 5 milliards. Donc, ça t'a coûté aux alentours de 35 par là. OK? Ça également, c'est encourageant parce que l'entreprise a la capacité de souffrir. Je ne vais même pas regarder le ROIC, etc. parce que le ROIC, de manière globale, il faut même parfois l'ajuster pour ce type d'entreprise. Vous avez dit que oui, mais il est en décroissance. Non. Il faut l'ajuster. OK? Comme je dis toujours, quand vous utilisez une métrique, il faut savoir calculer cette métrique-là, de telle sorte que en sachant calculer la métrique, ça vous permet de mieux l'interpréter. Quand moi, je vois ça, pour moi, je pourrais dire ici que le ROIC de Copart est le même qu'ici. Tout simplement parce que quand vous allez regarder le Invested Capital Average, vous constatez qu'il est en augmentation. Et ici, c'est un fourre-tout pour excusez-moi, les aléas du direct. Et vous allez voir qu'on a une accélération par rapport au dernier mois ici, par rapport à 2019.
Et donc, ce qui signifie que, enfin, c'est à cause de cet élément-là qu'on a cet impact négatif. OK? Quand on regarde le NOPAT, Net Profit, comme je l'ai dit, il faut savoir calculer. Il lui est également en croissance, mais moins élevé que celui-ci. Bref, on parle du ROIC en particulier. C'est juste pour vous encourager à aller au-delà des chiffres. Parce que regardez à peu près qu'une entreprise a 10 fois, s'est négociée à 10 fois les bénéfices, ou bien un ROIC de 20%, c'est bien. Mais en fait, le plus important, c'est de savoir comment est-ce que ce ROIC est calculé, qu'est-ce qui l'impacte positivement de manière générale. Bref, combien de fois, monsieur le marché paye pour ce type d'entreprise? Je vous ai dit, il va payer aux alentours de 25 fois les bénéfices. OK? Et on paye 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance à double chiffre. OK? Donc, en moyenne, c'est une vingtaine de fois. Sur les dernières années, donc les 5 dernières années, c'est 32 fois les bénéfices. Nous, vous savez que vous n'allez jamais payer 32 fois les bénéfices. Non, pas du tout. On paye 20 fois les bénéfices et on s'arrête là. Et donc, si je reviens ici et que je me limite à 20 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, de manière générale. On peut voir ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. C'est déjà encourageant. Ça permet ici de voir si le business est prévisible ou pas du tout, même s'ils ne sont pas nombreux sur les dossiers de manière générale. Aujourd'hui, en termes de forecast, on s'attend à 1,87$ d'ici 2028, mais il y a une seule personne dessus. Il y a un seul analyste dessus. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Il y en a 11 par rapport à 2027. Et vous pouvez voir ici qu'il y a 6 mois, ils étaient à 1,91$. Aujourd'hui, c'est 1,79$. Donc, le plus important quand tu veux investir ce type d'entreprise, il faut te poser la question de savoir est-ce qu'elle a les capacités de rapporter au moins la même chose demain par rapport à ce qu'elle rapporte déjà aujourd'hui. OK? Donc, si je prends 20 fois les bénéfices, et le marché peut décider de payer 40 fois, 50 fois les bénéfices, je n'en sais strictement rien, mais il y a de fortes chances que cette compagnie se négocie entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je pourrais même te dire qu'entre 15 et 20 fois les bénéfices pour être assez conservateur. Donc, en prenant en considération la croissance à venir, si elle se matérialise, on est aux alentours de 37-38$ à l'action. Plus la dette nette, ne l'oubliez pas. Heureusement, ici, on n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net. Donc, plus le cash net ici de 5$, on se retrouve aux alentours ici des 40$, enfin, aux alentours ici de 42$ à l'action. OK? Donc, l'entreprise au prix actuel, pour moi, elle est correctement évaluée. C'est une entreprise qui est correctement évaluée au prix actuel. Évidemment, si tu veux investir sur du Copart, quand je dis correctement évalué, ça ne veut pas dire que non, ça n'intéresse pas. Non, pas du tout. En fait, au prix actuel, c'est intéressant de questionner la croissance parce que la croissance peut être bien plus élevée que ça. Et comme je l'ai toujours dit, les amis, ce n'est pas en regardant les chiffres que vous allez avoir tendance à investir à long terme. C'est en comprenant le business derrière. C'est grâce à cette compréhension-là qu'on peut garder des entreprises pendant très longtemps parce qu'on comprend ce qu'elles font. On sait également qu'elles peuvent avoir des difficultés. Et quand on regarde par rapport à la concurrence, dès le moment où on sait ce qu'elle fait et qu'est-ce qui la rend meilleure par rapport à la concurrence, on est plus confiant ici à détenir ce type d'action-là. Je ne parle pas de Copart, je ne détiens pas du Copart ici, mais Copart est une excellente entreprise. D'accord? Donc, on vous a parlé d'expansion internationale. C'est ce qui devrait t'intéresser. Parce que on s'entend que les accidents, ça n'existe pas juste en Amérique du Nord. Si elle arrive à répliquer la même chose en Europe, ça peut être une bonne chose pour elle, de manière générale, à long terme. D'accord? Donc, pour moi, Copart au prix actuel, c'est intéressant. Évidemment, on aura un ensemble de questions concernant l'augmentation du nombre d'actions, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on doit avoir tendance à poser comme question quand on va lire les rapports financiers. Parce qu'en réalité, elle n'a pas besoin d'augmenter le nombre d'actions, mais pourquoi est-ce qu'elle le fait? Est-ce que c'est justifié? Donc, il faut questionner la politique d'allocation du capital. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, Copart, est-ce qu'elle fait partie de ma watchlist? Oui. On est dans quel segment ici? Commercial Services, donc industriel. Donc, je viens là, ici, et je vais fermer comme ça. Collapse All, industriel, segment. Voilà. Copart. OK. Voilà, ici. Et je vais mettre, littéralement, c'est 42, disons, je mets 43$ ici aux alentours. Et je mets la date d'aujourd'hui. Et bim, bada, boum. Comme ça, je sais que Copart,
L'analyse a été faite le 25 du mois de novembre 2025 et on peut considérer qu'au prix actuel, ça peut commencer à être intéressant. Mais ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo. Surtout si vous voulez faire du stock picking sérieusement. Ok, ce que je viens de faire ici, c'est uniquement pour déterminer si Copart pourrait mériter mon attention au-delà des chiffres. Même si j'ai lu les rapports financiers, écouté les conférences calls. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous dire ce que j'ai entendu, même si je vous ai raconté à peu près l'essentiel de manière générale. Mais si vous voulez investir sur Copart, vous devez faire le même travail. D'accord? Sinon, achetez un ETF et restez tranquille. D'accord? Le stock picking, ce n'est pas pour les gens qui ne veulent pas travailler. D'accord?